Je voudrais aujourd'hui, en votre compagnie et en la compagnie de mon invité, Hilaire de Crémier. Bonjour Olivier Pichon. Bonjour Hilaire. Avant de vous présenter, je voudrais donc dire à nos téléspectateurs que je souhaiterais que nous prenions ensemble un petit peu de recul par rapport à l'événement qui nous occupe, qui occupe l'opinion, à savoir ces présidentielles. En effet, Hilaire de Crémier, vous êtes directeur de la publication de Politique Magazine et directeur de la publication de la Nouvelle Revue Universelle. Nous avons comme point d'appui aujourd'hui votre excellente publication que je vais montrer à l'antenne de nos amis téléspectateurs. Il s'agit bien entendu de Politique Magazine. Du mois d'avril. Voilà, c'est le numéro d'avril. Et dans ce numéro d'avril, vous parlez d'une France éclatée. En effet, le régime des partis fait éclater la France. Oui. Il y a d'autres facteurs, nous y reviendrons certainement dans le courant de cette émission. Alors, Hilaire de Crémier, je vais m'appuyer sur votre excellent éditorial. Merci. Qui nous dit ceci, scandale, parlons-en. Jamais, dites-vous, campagne électorale à l'élection présidentielle n'aura plongé la France aussi bas. Oui. Alors, tout le monde le constate. Tout le monde le constate, mais j'aimerais que vous nous développiez un petit peu cette idée. Parce que la bassesse se perçoit, mais elle ne s'analyse pas suffisamment. Et il faudra que nous allions sur les causes de cet abaissement. Mais bien sûr. Alors, Hilaire de Crémier, d'abord, nous respirons un parfum de scandale. Oui. Mais pour la République a toujours respiré ce parfum-là, me semble-t-il. Mais bien sûr, et depuis l'origine. Le premier des scandales, c'était celui de la Compagnie des Indes. Ils avaient touché, ils ont toujours touché. Oui, oui. Bon, peut-être pas tous, mais en tous les cas un grand nombre, en tous les cas suffisamment pour remettre en cause la probité, non pas seulement des hommes, mais du régime. Oui. Et pour une raison essentielle, c'est que des élections, ça se gagne. Et comme disait l'autre, on gagne et puis après on voit. Je crois que c'était Juppé qui avait fait cette réflexion au moment d'une candidature Chirac. Oui, mais ça définit une mentalité et qui se comprend très bien. Il ne s'agit pas du tout de faire une attaque ad hominem, c'est pas du tout mon propos. J'ai toujours évité ce genre-là. Non, ce que je crois, c'est qu'il y a des institutions qui sont en elles-mêmes corruptrices. Et contrairement à ce que l'on croit, on s'imagine que la République repose sur la vertu, puisque tout le monde récite son cours selon Montesquieu. Oui. Mais alors l'honneur n'existe plus, ça c'est sûr, puisque c'est les régimes aristocratiques et monarchiques qui ont l'honneur comme fondement plutôt, mais en réalité la vertu n'est pas là. Ouais. Et donc la vertu est une vertu d'apparence. Et le tragique de l'affaire, c'est que du coup, la vertu est mise en avant. Et chacun sait qu'en réalité, elle n'est pas pratiquée. Voilà. Donc on est dans l'hypocrisie la plus totale, ce que selon l'Évangile on appelle le pharisaïsme. Bon. Voilà. Finalement, nous votons pour des pharisiens. Et puis, il s'agit pas seulement d'attaquer les pauvres hommes qui sont faibles, chacun le sait, et puis chacun a ses défauts, puis chacun a ses qualités aussi. Non, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que est-ce qu'il est possible, parce que c'est la question de fond, est-ce qu'il est possible de tirer une légitimité d'un système qui est ainsi fait que pour gagner des élections, il faut nécessairement ramasser d'une manière ou d'une autre beaucoup d'argent. Les petits candidats ne parviendront jamais. Et à partir du moment où vous devenez un grand candidat, eh bien, il faut avoir des masses d'argent suffisantes. Et Hollande, qui a affecté de faire son malin en attaquant au moment où il était candidat les puissances d'argent, il était encadré par Niel, Pigasse, Berger. Et Jean-Jacques Augier, voilà, son trésorier de campagne. Bien sûr. Alors, il y en avait que vous avez été le seul à citer et à dénoncer. Oui, enfin, il en a été question, mais très rapidement, l'affaire s'est éteinte. Mais Jean-Jacques Augier, trésorier de campagne en 2012, oui, bien sûr, pour l'élection de François Hollande, avait deux comptes offshore, comme on dit, aux îles Caïmans. Aux îles Caïmans, sur lesquels il ne s'est pas expliqué, sur lesquels surtout on lui a pas demandé de rendre des comptes. Pour quelles activités?
Oui, alors il a dit, je fais de la boucherie en Chine. Très bien, moi je veux bien, mais on connaît les activités de Jean-Jacques Augier par ailleurs. Et il faut savoir qu'il fait partie du même club que Berger. Et ce n'est pas pour rien que François Hollande a fait passer comme première loi, et c'est peut-être la seule loi qu'il ait fait vraiment passer, la loi sur le mariage homosexuel pour tous. Oui. Bon, derrière, il y avait de l'argent. Voilà. Bon, tout simplement. mais on aurait dû remettre en cause, à mon avis, ça suffisait pour remettre en cause les élections de 2012. Ça n'a jamais été fait, et quand je me suis informé sur le sujet, on m'a dit qu'il ne convenait pas de s'informer. Il ne convenait pas de s'informer, avec peut-être quelques menaces. Oui, ce n'est pas, c'est pas le propos. Mais le fait, 2 comptes aux îles Caïmans pour le trésorier de la campagne du président de la République, mais que fait le Canard enchaîné ? Mais socialiste en plus. Socialiste. Et justicier. Et justicier qui va faire payer enfin les riches, qui va faire payer enfin tout le passé lourd de la Sarkozy, etc., etc. Ouais. Eh bien, le monsieur se trouve exactement dans le même cas. Et entre nous, soit dit, Fillon, c'est pipeau par rapport à tout ça. C'est rien du tout. Il y a quand même... C'est très grave de la part de Hollande, parce que là, l'hypocrisie est vraiment totale. Vraiment totale. L'homme qui se présente comme le défenseur des pauvres, et dont on sait, y compris par maintenant tout ce qui se révèle à son sujet, dans les différents livres qui paraissent, et en particulier celui de son ancienne maîtresse Trier-Veller, que le monsieur... Merci pour ce moment. Oui, merci pour ce moment. Que le monsieur, en réalité, ne pense qu'à lui, et n'a jamais pensé qu'à lui. On pourrait en rajouter l'affaire de son coiffeur, l'affaire... Un mépris profond pour les maîtresses qui ont droit à tous les honneurs de l'État et tous les avantages de l'État. Enfin, tout ça est littéralement scandaleux. Si encore il avait rendu un service, mais quel est le service qu'il a rendu ? Cet homme, qu'a-t-il fait de sa vie ? Il a réussi un concours, c'est tout. Le concours de l'ENA. Sa vie s'arrête là. Ensuite, il n'a rien fait. Conseiller à la Cour des comptes en passant, éphémère. Oui, ce qui lui permet de cumuler une retraite quand même, de conseiller à la Cour des comptes, en plus de sa retraite de député, de maire, de Puis il sait faire, il a placé ses amis, et puis maintenant il les recase. La République que l'on dit vertueuse, elle se révèle en réalité comment dire, une parraine ou une marraine. Oui. Une marraine, c'est-à-dire qu'elle case ses hommes. Oui, une mère maquerelle. Oui, c'est ça. Non, si on veut. Une mère maquerelle. Si on veut. Et nous sommes dans le claque de la République. Oui. Mais dans ce claque de la République, il y a des gens des organes qui sont censés dénoncer les scandales. Et il y en a, le Canard enchaîné a dénoncé le scandale des rémunérations. Oui, mais c'est à sens unique. Mais on n'a jamais entendu ces journaux, non plus que Le Monde, sur les formidables tricheries de M. Hollande. Oui, c'est étrange. C'est toujours, oui, mais seulement la même chose. Cette presse, mais sans vouloir attaquer les personnes, cette presse, elle ne vit que par la finance. Ouais. Donc plus ils prétendent lutter contre la finance, plus ces gens-là sont en réalité dépendants de l'argent. Il y en avait un qui avait de façon admirable expliqué ça au début du XXe siècle, c'était Charles Maurras dans L'avenir de l'intelligence. Et il montrait comment ces gens-là, en réalité, concrètement, ils étaient dépendants des forces qu'il appelait les forces de l'or. Et donc l'intelligence devient serve. L'intelligence devient serve. On n'est plus libre de parler sur les sujets de politique, les sujets essentiels, les sujets de civilisation. On n'est plus libre. Pourquoi ? Parce que tout ce domaine est maintenant dominé par des financiers qui, eux, ont des projets, des perspectives et qui payent. Et ces financiers, quand ils financent la presse, sont aussi aidés par le contribuable. Par l'État. Qui subventionne, qui est un pur scandale. Bien sûr. On parle de liberté d'opinion. Mais alors, très heureusement, là, on est sur TV Liberté, mais quand on regarde des émissions... Et nous sommes dans Politique Magazine, c'est la liberté. Oui, mais quand on regarde des émissions de télévision d'État, ou de fait, alors on fait venir des candidats, et puis le candidat sert de
de taureaux dans l'arène que les picadors vont exciter. Mais qui est payé? Oui. Qui est payé dans cette affaire? C'est celui qui dirige l'émission. Bien sûr. Et l'autre, il fait cette affaire valoir. Et d'ailleurs, il refuse lorsque tel candidat comme Dupont-Aignan, par exemple, demande à Apathy, mais dites-nous quel est votre salaire, monsieur? Bien sûr. Il s'y refuse. Bien sûr. Il s'y refuse. Or, il est clair il ne peut pas avoir honte d'un petit salaire. Oui. Donc, il dissimule, évidemment. Oui. Bon, n'entrons pas dans le détail, c'est sordide. Mais il faut la transparence n'est qu'à sens unique. Voilà, il n'y a que vous qui êtes chargé d'être transparent. Et puis nous avons eu, on s'est connu, les chécards de l'époque du scandale de Panama. Nous avons eu le suicide de M. Stavisky. Là aussi, ils avaient touché les fameux bons de Bayonne. Bons de Bayonne, bien sûr. La mort du conseiller Prince sous un train, comme par hasard. Et l'inspecteur Bonny, qui était le barbouze de la République de l'époque. Devenu auxiliaire de la Gestapo. Plus qu'un auxiliaire. Enfin, l'homme de la Gestapo, après avoir été l'homme de la République. Mais ce sont des continuités logiques dont on ne parle jamais. Et alors, lui-même, le président de la République, nous dit un président ne devrait jamais dire ça. Très curieusement, il dévoile un tout petit peu le pot rose. Comment expliquez-vous cela? Comment expliquez-vous cette espèce de... Je pense que ce garçon est maintenant que son temps est passé, il est possible d'en parler avec beaucoup de simplicité. Ce garçon n'a jamais été mûr. C'est un adolescent attardé. Ce que vous dites. Il a bénéficié d'une famille qui avait une certaine aisance, donc il a passé ses concours. Il pouvait se mettre à l'abri. Il faisait partie de ces privilégiés qui pouvaient préparer ses concours dans un manoir familial ou dans une maison familiale où tout était assuré, le repas, etc. Hollande, il fait partie de ces privilégiés, comme toute sa génération, comme toutes ses promotions, les fameuses promotions Voltaire, etc. Oui, ou promotion Robespierre, tout ce que vous voudrez, parce que c'est tellement facile. Est-ce qu'ils ont lu seulement une seule ligne de Voltaire? C'est à se demander, parce que tous ces messieurs et toutes ces dames, puisqu'il y a des dames qui en font partie, semblent ignorer que Voltaire est le plus grand auteur antisémite qui ait jamais écrit en langue française et dans une langue d'ailleurs d'un certain point de vue. Une très belle langue, on ne peut pas lui retirer ça. En tous les cas, très, très relevé. Bon. Voilà. Mais apparemment, ils ne le savent pas. Et d'ailleurs, ce qu'il y a d'amusant, c'est que ces gens-là, en réalité, n'ont pas de culture. Ils ne visaient que le pouvoir. Et pour eux, la politique se ramène à des combines de pouvoir. Jamais un sujet n'est traité à fond. Et ils se fient à des conseillers. Et leurs conseillers c'est comme une petite bande de je sais pas comment dire, d'apparatchiks. Les conseillers coûtent extrêmement cher à la République. Très cher. Le moindre ministère est maintenant, on ne sait plus combien. 60 conseillers par ministre à peu près. Par ministère. C'est autant de gens qui sont casés. Bien sûr. Et qu'il faut recaser. Voilà. Et qu'on est en train de recaser. Et qu'on est en train de recaser. Alors, mon cher Hilaire, vous êtes directeur de la publication, de Politique Magazine, et nous venons de décliner votre éditorial d'avril. Dans une seconde partie, nous allons maintenant mettre en cause ce que M. Hollande, par sa politique, a contribué à aggraver. C'est tout simplement la fin du régime, la Ve République. C'est ce que nous verrons après la pause. La colonisation fait partie de l'histoire française. C'est un crime. C'est un crime contre l'humanité, c'est une vraie barbarie. Et ça fait partie de ce passé que nous devons regarder en face, en présentant aussi nos excuses à l'égard de celles et ceux vers lesquels nous avons commis ces gestes. Alors, Hilaire de Crémier, vous avez fait un portrait à charge du président de la République, mais vous avez fait aussi le bilan de son quinquennat, bilan assez désastreux, il faut bien le dire. Il aura contribué probablement à faire exploser le socialisme, on ne peut pas complètement s'en plaindre, et plus gravement à
mettre la Ve République à genoux. Oui. Elle était déjà mal partie. Oui. Et à vous entendre tout à l'heure, j'avais l'impression que finalement, la parenthèse gaulliste qui a voulu, quoi qu'on puisse penser du général de Gaulle, qui avait voulu par les institutions sauver, justement, extraire la politique de ce marasme républicain, ben finalement, entre Jules Grévy, qui trafique sur les médailles, oui, et M. Hollande, il y a une continuité extraordinaire. Ah oui. 1875, 1880, oui. 2017, oui. Finalement, la République est égale à elle-même, quel que soit son chiffre, oui. 3e, 4e ou 5e. Exactement. La 5e a cherché à répondre à ce qui apparaissait comme un défaut fondamental de nos institutions. Voilà. Et ce défaut, il apparaît dès la Première République. On peut même dire pratiquement qu'il apparaît dès la Constituante, dès la législative. Oui. Quel est au juste le pouvoir du roi ? Voilà. La seule question en France, la seule et vraie question historique depuis les origines, quel est le vrai pouvoir du roi ? Alors maintenant on dit régalien, très bien, bon, enfin régalien ça veut dire royal. Rex, bien Régis, bien le sûr. Roi. Parce que la France ne peut pas se passer de direction. C'est une nation qui a été, dans le fond, constituée autour de son État. On dit beaucoup par son État, c'est vrai, mais elle s'est constituée aussi pas par elle-même, mais autour de son État. Oui. Et donc la souveraineté était en France représentée par un souverain. C'était une notion concrète, c'était pas une notion abstraite. Non. Et le grand malheur dans la modernité, c'est que la souveraineté est devenue une notion abstraite. Concrètement, qui s'empare de la souveraineté ? Et aussitôt, ça a été la lutte des partis, évidemment. Voilà. Ça a commencé dès la Constituante, le club des Bretons, le club des Cordeliers, le club des Jacobins. Et ensuite, on devient maître de son club, c'est-à-dire maître de son parti, pour passer à l'assaut de la souveraineté. Voilà. Alors quand la souveraineté dans l'Assemblée, on prend d'assaut l'Assemblée, on essaye d'être majoritaire à l'Assemblée, et si on est minoritaire, on fait régner la terreur, voilà. Parce qu'il n'y a pas d'autre moyen. Soit alors, eh bien, on vit dans une sorte d'anarchie permanente et on essaye de composer des gouvernements justement de composition, voilà. et qui ne durent qu'un moment, ce qui a été le cas sous la Troisième et sous la Quatrième République. Mais là maintenant, nous sommes à des gouvernements de décomposition. Alors, ce qui est intéressant, c'est que au début de la Troisième République, l'idée du chef de l'État, président de la République, mais en quelque sorte intérimaire, c'était l'attente du roi, précisément. En fait, le fauteuil était préparé pour un roi. Bon, le roi ne s'est pas présenté et il a fallu instituer ce fauteuil en permanence, mais du coup, il y avait l'idée de septennat. Et l'idée de septennat, c'était la durée. Deux septennats, c'était l'équivalent d'un règne de l'ancienne monarchie, 14 ans, et en 14 ans, on peut faire quelque chose. Et il peut y avoir une direction, une orientation, on peut sortir le pays d'une ornière. C'est ce qui s'est passé pour tous les grands règnes français réparateurs. Tous les règnes n'ont pas été au même niveau. Il y a eu des hauts et des bas dans l'histoire de France, et Dieu sait. Mais il n'empêche que la clé, c'était le gouvernement royal. Nous allons fêter au mois de mai Sainte Jeanne d'Arc. Sainte Jeanne d'Arc, qu'est-ce qu'elle a fait ? Sa première préoccupation, c'était de restaurer la légitimité de Charles VII, bien sûr. C'est la clé de tout. Avant même de résoudre le problème militaire, elle l'a résolu en partie, et elle a dit ensuite, pour la seconde partie, faisons d'abord le roi. Bon, ça, c'est des notions, mais très claires. Et c'était vrai, donc, au début de la Troisième République. Et alors, mais les royalistes qui ont fait cette constitution se sont arrangés pour se faire un Sénat, ce qui était d'ailleurs assez astucieux, parce que c'est l'institution qui de temps en temps empêche la République de tomber dans le pire. Permet d'aplanir, de lisser les écarts de la Chambre, en quelque sorte. Mais Charles de Gaulle, quand il a assumé les pouvoirs de la République en 1958, quand il est devenu président du Conseil et puis qu'il a concocté sa constitution,
Constitution. Moi, personnellement, je ne suis pas gaulliste, et tout le monde le sait, oui, pas besoin de le confirmer, mais il est certain que De Gaulle avait réfléchi sur l'histoire de France, à la différence des François Hollande et de tous ceux qui nous gouvernent aujourd'hui. Il avait vraiment réfléchi sur l'histoire de France, et donc il a essayé une Constitution dont on a dit qu'elle était une monarchie républicaine. Oui. Mais elle tenait parce que c'était une monarchie. Et ce qu'il y a de très grave au cours des derniers quinquennats, Chirac, Sarkozy et Hollande, et surtout Hollande, c'est que la fonction présidentielle, qui est une fonction régalienne par excellence, et ce ne sont pas des rois, ce sont des substituts de rois, mais au moins qu'ils gardent quelque chose de cette dignité fondamentale. Et les Français l'attendent. Et c'est ce que veut profondément le peuple français. On parle toujours. On fait parler le peuple français a voté ceci. Quelquefois, il vote de façon complètement erratique, c'est parce qu'il sait plus où il en est. Mais le peuple français, profondément, ce qu'il souhaiterait, c'est d'avoir une personnalité digne à la tête de l'État qui remplisse les fonctions régaliennes et que cet État se resserre sur lui-même, sur ses fonctions essentielles, et en particulier qu'il protège le territoire. Parce que c'est ça, dans la Constitution de la Ve République, le titre 2 qui concerne la présidence de l'article 5 à l'article 19, je crois me souvenir, eh bien, on relit ces articles, c'est exactement c'est même plus que les pouvoirs de Louis XIV, mais c'est ce qu'on demande à cet homme. Et il est chargé de l'intégrité du territoire, de la permanence de la puissance publique, des pouvoirs publics, du bon exercice de ces pouvoirs publics. Voilà. Et ensuite, il nomme au plus haut poste, évidemment, et il est chef des armées, évidemment. Il veut, dites-vous, le peuple français veut l'ordre, la justice, la paix sociale, l'arrêt de la subversion migratoire, le respect des libertés. Très important. Très important. Et ce respect des libertés, c'est pas du tout une affaire d'intellectuel. Oui. Je le vois tous les jours. Moi qui ai la chance de vivre, si je puis dire, dans les périphéries de Christophe Guilly. Oui. Et je vois ces gens attachés, ne comprenant pas pourquoi l'État leur fait la morale en permanence, pourquoi ces politiciens viennent leur dire comment se comporter, ne mange pas trop, bouge, mange 5 légumes par jour, mets un préservatif. Nous avons assisté au cours des primaires et puis ensuite au cours de la campagne présidentielle à des séances qui se passaient devant des jurys de journalistes qui est, d'ailleurs, entre nous soit dit, totalement scandaleux. On ne voit pas pourquoi les journalistes sont ceux qui doivent faire passer leur examen de passage aux candidats. Rien que ça, mais c'est honteux. C'est honteux. Mais on a vu, on écoute leur programme et puis on lit leur affaire, mais attendez, ça va se terminer par des articles de code supplémentaires, des lois supplémentaires. C'est à chaque fois des lois. On sera sauvé le jour où il y aura un homme qui se présentera et qui dira « ça suffit ». On arrête de discuter de savoir l'âge auquel l'enfant doit être orienté, si c'est 2 ans ou 4 ans, si l'État doit prendre ça en charge, etc. Non, je m'occuperai des intérêts supérieurs de la France et ensuite je restitue aux Français leur liberté, y compris leur liberté scolaire, y compris leur liberté économique, y compris toute leur liberté, évidemment, dans le cadre d'un ordre national qui est indispensable pour que ces libertés puissent s'exprimer et puis jouir de leur véritable efficacité. Et plus de lois comportementales, plus de lois mémorielles, tout ça. Ce que je dois penser, mais je suis libre de penser. J'ai pas besoin de Hollande pour penser. Surtout j'ai pas besoin du journal Le Monde ni de Libération pour penser. J'ai pas besoin de Geoffrin, qui lui-même est un fils de famille. Ce sont tous des fils de famille. C'est tous des fils de famille qui ont fait leurs études dans de très bons collèges. Ces gens-là, ils ont coupé avec leur tradition uniquement pour réussir leur carrière. Voilà. Alors nous sommes dans une fin de régime incontestable. C'est d'ailleurs le titre de votre premier article. Alors cette fin de régime, vous la mesurez assez férocement, je dois dire, dans l'hommage qui a été rendu à Henri Emmanuelli dans les Landes. Cette espèce de... Vous savez, on a le goupillon républicain, on distribue des bénédictions républicaines à droite et à gauche. Et Hollande bravache, comme vous dites, selon son habitude, bravait Dieu en se croyant drôle. C'est son truc depuis 18 ans. L'humour à 2 balles de Monsieur Hollande, pardonnez-moi l'expression un peu vulgaire. Le sarcasme prétendument voltairien. Si Dieu existe et que Henri l'a rejoint... Citation de Hollande. Oui, de Hollande. Si Dieu existe et que Henri l'a rejoint, il aura fort à faire avec lui. Mais que Henri sache bien
Tiens, comment pourrait-il le savoir, dit Élyre de Crémier, que la République aujourd'hui le salue et ne l'oubliera jamais. Alors, c'est affligeant, enfin, c'est désespérant. Non, mais alors, attendez, ça veut dire que la République est une divinité. Voilà, exactement. C'est exactement ça. Alors, on rigolait de la déesse raison de M. Robespierre, mais cette pitoyable République... Et comment pourrait-elle se souvenir et comment pourrait-elle... C'est une idole. Oui, tout à fait, c'est une idole. Alors, je cite le psalmiste, « O sabbat et non donquentur, oculo sabbat et non videbon ». Voilà, exactement. Et ils ont des yeux, mais ils ne voient pas, et ils ont une langue, et ils ne parlent pas. Henri Emmanueli avait été alors, condamné. on l'a fait parler. Hollande fait parler. C'est exactement comme les grands prêtres dans les fausses religions. Oui, on fait parler on fait parler. Et alors, ce qui est extraordinaire. Comme dans le roman de Flaubert, Salammbô. Salammbô, oui, exactement. Vous avez des personnages qui, évidemment, font parler le Dieu redoutable. Et c'est terrible, parce que ce pauvre Henri Emmanueli, en réalité, lui-même, il avait été pris la main dans le sac. En 97, oui. Oui, bon, pas forcément pour lui-même, d'ailleurs, mais en tant que trésorier du Parti socialiste, l'affaire Urbain et les suites de l'affaire Urbain. Je crois qu'il avait eu 18 mois de prison avec sursis, et 2 ans de privation de droits civiques. Bon. Alors donc la République est indulgente. Elle absout. Elle absout. Oui, mais elle absout les républicains. Oui. Elle absout les républicains. Et ce sacrement est suprêmement efficace. Oui. Et justement, je crois que... Mais encore une petite réflexion. Oui, je vous en prie, oui. Enfin, ces gens, ils ont tous à un moment ou à un autre eu la foi. Ah oui, la foi chrétienne. Donc ils ont transporté leur foi sur autre chose. Bien sûr. Mais c'est une parodie. Oui. C'est une parodie. Oui, mais je dis souvent que cette nouvelle déesse, ils ont pour elle la reconnaissance du ventre, parce qu'elle les gratifie. Oui, elle les gratifie bien au nom justement de la République. Oui. Or, la République, on l'a oublié, c'est le bien commun. Oui. Mais c'est tout sauf le bien commun aujourd'hui. C'est leur bien à eux. Exactement. C'est leur petite religion. Ce n'est plus une République, parce que le mot de République est un mot très noble en soi. Oui. Chez Baudin, par exemple. Bien sûr, les 6 livres de la République. De la République de Jean Baudin. De Jean Baudin, qui est d'ailleurs une démonstration de la nécessité de la monarchie en France. En France, il précise bien, en France. Mais la République, c'est un mot, ça veut dire la chose publique, la res publica. Mais concrètement aujourd'hui, ce n'est plus, c'est une res privata. Ils se la sont appropriés. Et d'ailleurs, il faut voir comment se font les nominations. Enfin, c'est plus du tout en fonction du bien public, c'est en fonction de leurs appartenances. Alors, nous allons faire une nouvelle pause, mais je pense que nous n'avons pas épuisé le sujet de la fin probable de la Ve République, parce qu'elle a été vidée de sa signification, elle est exsangue, et sans compter qu'au point de vue budgétaire, elle est dans une impasse terrible, comme en 1958. Mais nous verrons cela après la pause, mais nous essaierons aussi, Élyre de Crémier, de tracer des chemins là où il y a une volonté, il y a un chemin. Et bien sûr, et puis qu'on soit un petit peu optimiste. Voilà. Bien. C'est le permis de l'être. La colonisation fait partie de l'histoire française. C'est un crime. C'est un crime contre l'humanité, c'est une vraie barbarie. Et ça fait partie de ce passé que nous devons regarder en face, en présentant aussi nos excuses à l'égard de celles et ceux vers lesquels nous avons commis ces gestes. La fin de la Ve République, Élyre de Crémier, c'est possible? C'est en cours? Ah oui, je pense qu'elle finira comme la 4e, comme la 3e. Enfin, la 3e, on sait comment elle a fini. La 2e, la première, qui a fini dans les bras d'un général parce qu'il fallait vraiment la sauver. Et ça l'a sauvée. Et pour sauver les politiciens eux-mêmes. Oui, bien sûr, toujours. Les Barras, les Fouché, les Sieyès se sauvaient de cette même façon. Et au fond, en 40, c'est la même chose. C'est un maréchal. Et en 58, c'est un général. C'est un général, mais bien sûr. Et la Deuxième République, c'est un badinguet. Napoléon Bonaparte. Oui, mais enfin, qui faisait le militaire. Voilà, bien sûr. Qui jouait le militaire. Alors, c'est quand même la répétition de tels phénomènes induit une quasi-loi. Presque. C'est scientifique, je vais dire. Enfin, c'est en tous les cas une induction possible. La science politique n'est pas une science, chacun le sait. Enfin, quand même. Si, quand même. C'est une induction qui est possible. Et alors,
pour revenir sur le sujet, ce qui est frappant, c'est que tout le monde en a le sentiment, et donc tout le monde parle de la fin du système, et chacun veut être acteur dans la fin du système. Et tous les candidats, tous disent qu'ils sont anti-système. Mais précisément, je pense que la bonne analyse politique, en tous les cas c'est celle que j'essaye de poursuivre dans Politique Magazine et dans la Nouvelle Revue Universelle, c'est que c'est pas simplement une question de système. Parce que derrière l'idée de système, il y a cette idée que si je m'empare du système, à ce moment-là, il deviendra bon. Meilleur. Le système est mauvais parce que c'est deux. Voilà. Mais moi, je viens en troisième ou je viens en quatrième et laissez-moi faire et vous verrez, ça sera bon. Non. C'est une question de régime. De régime. Ça va beaucoup plus au fond du problème. C'est-à-dire, il faut se poser des questions plus fondamentales sur l'exécutif, le législatif, le judiciaire, évidemment, mais sur la légitimité profonde de ces pouvoirs. Est-ce que pour être chef de l'État, il suffit d'avoir 20% au premier tour et puis de gagner au deuxième tour parce que 50,1% et parce qu'en réalité on a voté contre l'autre. Est-ce qu'il est possible de tirer d'un pareil système ou d'un pareil régime, puisque ça devient un régime, une légitimité? Il en est de même pour le pouvoir législatif. Tout à l'heure vous parliez des libertés. Mais pourquoi faut-il que les partis politiques se soient emparés de la représentation française, de telle sorte que les Français ne sont pas représentés, même plus idéologiquement. Ils ne sont pas représentés. Au niveau de l'État par le chef de l'État lui-même, qui n'est plus le président de tous les Français. Ils ont essayé. On pouvait encore dire qu'un Mitterrand, d'une certaine manière, quand il disait « non, vous ne me ferez jamais dire que la France est coupable », Monsieur El-Kabach, il y avait quelque chose qui relevait de l'histoire, de 2000 ans d'histoire. Et ça, il était capable d'en avoir, malgré son cynisme, d'en avoir la profondeur. Parce qu'il avait la culture. Parce qu'il avait la culture. Il y a des lettres qui n'ont pas été lues avec assez d'attention dans ces lettres à Anne Pinjot. À Anne Pinjot, oui. Et en particulier, une lettre qui était très intéressante. C'est très intéressant sur certains sujets. Elles ont été publiées. Oui, elles ont été publiées. Je ne sais pas si toutes ont été publiées, mais enfin... Et en tous les cas, il y en a une qui est très intéressante, où il dit ses auteurs préférés. Ses auteurs préférés, il n'y a pas un socialiste là-dedans. Oui, c'est étrange. Non, il n'y a même pas Jaurès. Non. Il y a Barrès, il y a Maurras, il y a Monterland, et il y a évidemment... son ami Charentais comme lui, Jacques Chardonne. Enfin bref, il y a tous les auteurs que l'on qualifierait aujourd'hui de réactionnaires. Bien sûr. Et Mitterrand était assez intelligent pour savoir que la vraie culture était de ce côté-là. Ben évidemment. Et la vraie liberté de l'esprit. Et la vraie écriture française. Et depuis, alors revenons à votre sujet. Oui, ce qu'il y a de dramatique, c'est que les partis politiques se sont emparés de tout, y compris de l'expression des libertés. Mais les Français, ils ne demandent pas à être représentés par des socialistes ou des républicains. Peu importe d'ailleurs, quel que soit le parti, il ne s'agit pas de... Ils demandent à être représentés dans leurs intérêts et dans leur circonscription, dans leur territoire. Et les découpages, chacun le sait, sont faits en fonction uniquement des intérêts de parti. C'est de telle sorte que maintenant l'Alsace commence à Nogent-sur-Seine. C'est totalement grotesque. Et l'Alsace reste l'Alsace. Et évidemment, il faut que l'Alsace redevienne et soit toujours l'Alsace. Il en est de même d'ailleurs pour la Normandie. Et là, si vous sortez de la région des Pays de Loire, si vous faites quelques kilomètres au sud de Cholet, vous vous retrouvez dans la Nouvelle-Aquitaine. Oui, c'est ça. Alors, c'est vrai que c'était l'Aquitaine de Louis le Pieux. Oui. Bon, c'est vrai que c'était l'Aquitaine des Visigoths. Oui. Enfin, quand même. Depuis, Clovis est passé, première bataille de Poitiers. Il y a eu Charles Martel est passé, deuxième bataille de Poitiers. Et je ne parle pas de la troisième, puisque nous l'avons perdue. Mais c'est dramatique. Donc, si vous voulez, les lois de décentralisation deviennent des fausses lois, puisqu'en réalité, c'est mettre la lutte partisane jusqu'au dernier clocher de France, jusqu'au dernier clocher de France. Les lois de décentralisation qui étaient des bonnes idées au départ ont été complètement déformées, détournées de leur objectif. Il faut que ça soit exactement l'inverse. C'est-à-dire, et il ne faut pas faire d'opposition, de fausse opposition entre l'autorité et les libertés.
L'autorité régalienne est là pour protéger les libertés. Bien sûr. Et si vous n'avez plus d'autorité régalienne, et si l'autorité régalienne se mêle de s'occuper de vos libertés, vous habitez à cette tyrannie que vous dénoncez très justement et que nous dénonçons tous. On ne peut plus être un chef d'entreprise en France, j'en sais quelque chose. Non, oui. Mais dans la nouvelle revue universelle, je vais publier la conférence que j'ai faite à votre invitation le 14 mars dernier. Et j'ai été frappé d'une chose tout à fait frappante. En Bretagne, les bonnets rouges manifestent dans la tradition régionale la plus ancienne, qui remonte aux grandes révoltes du XVIIe siècle, du papier timbré, etc. Même du XVIe, même. Ces mêmes Bretons manifestent pour leur identité, pour leur indépendance et leur liberté, alors même qu'ils ont élu, ils ont voté massivement pour les socialistes et les jacobins. Nous avons la France, et vous voyez aujourd'hui des chefs d'entreprise qui manifestent aussi avec leurs employés pour défendre leurs emplois. C'est-à-dire que nous sommes dans une période où la République est entrée en phase d'indifférenciation. Exactement. C'est la phase, vous savez, c'est la crise ultime des sociétés, telle que René Girard l'a énoncé. La phase d'indifférenciation complète, où toutes les cartes sont brouillées. Et qui ouvre la porte à tous les scénarios possibles, évidemment, les pires comme les meilleurs. Avec des lois qui sont des lois d'abord illisibles, écrites trop de lois. Bien sûr, écrites dans un jargon invraisemble, qui sont beaucoup surabondantes. Nous n'avons plus le droit au excessives. Et bien sûr, entre nous soit dit, on attend un peu le Bonaparte qui viendrait et puis qui dirait attendez, vous me remettez de l'ordre, y compris dans la rédaction des codes. Supprimez-moi 2000 articles. Ça a été la grande vertu du Code civil, évidemment. Bien sûr, qui d'ailleurs devrait s'appeler le Code Louis XV. Oui, parce qu'en réalité, Bonaparte a repris le travail des juristes, en particulier Lebrun, enfin il n'y avait pas que lui, mais qui avait travaillé sous Maupoux. Voilà. Le grand malheur de Louis XVI, c'est qu'il n'a pas continué la réforme de son grand-père, Louis XV. Et à ce moment-là, nous n'aurions pas eu cette stupide révolution française qui est encore l'alpha et l'oméga de toute notre croyance officielle. Alors, pour être un peu optimiste et pour essayer de réfléchir en peu de temps, mon cher Hilaire, vous savez que le temps nous est compté. Oui, non, mais les gens comprennent. C'est ça qui est important. Il faudrait tracer quelques pistes. Il s'en trouve dans Politique Magazine, et notamment, quelqu'un que nous connaissons bien, Thèse et Liberté, trace des pistes. Hervé Juvin, refaire la France grande. Oui, bien sûr. Alors, on peut diverger sur certaines analyses, mais évidemment, il faut aussi tracer des chemins de vérité, des chemins de reconquête, des chemins d'espoir pour nos compatriotes. Alors, quel pourrait-il... Vous avez dit, par exemple, rendre la loi accessible à tous, simplifier, éviter la diarrhée législative des députés ou du gouvernement, d'ailleurs, parce que le gouvernement fait un des projets de loi plus qu'il n'en faut. Bon, alors, mais que faire encore? Par quoi commencer? Par quoi prendre le problème? Alors, allez, demain, vous êtes le conseiller du prince. Bon. Supposons. Que lui conseillez-vous en premier? D'abord, de restaurer la fonction de l'État. D'accord. Ça, c'est la première chose qu'il convient de faire, c'est-à-dire donner de la dignité à cette fonction essentielle. Et deuxièmement, ensuite, je pense que le plus important, ce serait de revoir le système de la représentation en France. C'est-à-dire enlever aux partis le monopole de la représentation. Et repartir de cette très bonne idée de la décentralisation, mais la transformer, l'améliorer, et obtenir que nous ayons une représentation... Alors, ça fera bondir les gens, mais on en a assez. Faites-les bondir. Ben oui. Les journalistes, vous voulez dire? Non, oui, bien sûr, les journalistes. Faire bondir les journalistes, ça me fait pas peur. Mais pourquoi les Français ne sont-ils pas représentés par des Français qui les représentent dans leurs intérêts territoriaux et dans leurs intérêts professionnels? Mais je suis bien d'accord. Mais ça a été l'idée de Charles de Gaulle en 1967, en 69, lorsqu'il a échoué. Oui. C'était une demi-idée. Donc il a eu évidemment toute la caste politicienne contre lui. Ça ne pouvait pas passer. Mais c'était quand même cette idée que
la Bretagne mérite d'être représentée par des Bretons et pas par des socialistes. Enfin, on voit pas, même pas par des républicains, ou même pas par des Front National, peu importe. Mais la Bretagne mérite d'être représentée par des Bretons. Alors, des Bretons de Bretagne et qui représentent les intérêts territoriaux et aussi les intérêts professionnels, catégoriels, c'est le cas de le dire. Et sans qu'il y ait d'ailleurs des excès dans ce domaine-là. Et je pense que la représentation régionale doit être le départ de cette représentation nationale. C'est-à-dire, il doit y avoir sur place une véritable représentation. Il n'y a aucune raison que, on prend la Bretagne, mais n'importe quelle autre, que l'Aquitaine soit gouvernée la Provence, le Nord, l'Alsace. C'est intolérable lorsque les soirs de scrutin, des scrutins locaux, de voir les hommes de parti assemblés dans les salles de télévision, de rédaction et de télévision pour dire on a gagné cette ville, on a gagné cette région, on a gagné ce territoire, et ça veut dire que ça appartient, ce sont des fiefs, sont des fiefs qui appartiennent à des partis, et derrière les partis vous avez des apparatchiks, parce que vous avez des gens qui vivent de ça, mais une mauvaise féodalité. Mauvaise féodalité, bien sûr. Parce qu'il peut y en avoir des bonnes féodalités. Mais en l'occurrence elle est mauvaise celle-là, et en plus elle est articulée sur la puissance financière des banques, dans le cadre de la mondialisation, ont le véritable pouvoir, à cause des dettes de l'État. Et puis ce sont des carrières, Bien sûr. Oui, justement, là, vous envisagez que les hommes politiques puissent ne faire qu'un mandat, mais bien sûr. Et puis qu'ils soient moins payés peut-être, moins gratifiés, et en tout cas, moins longtemps. En tous les cas, si on veut que le système républicain... Oui, bien sûr, moins nombreux, bien sûr. Mais si on veut que le système républicain perdure, il est certain qu'il faut faire ce qu'ils sont en train de faire maintenant, c'est-à-dire pratiquement de professionnaliser. Mais en professionnalisant, ils instituent le parti comme étant le moyen de parvenir en politique. Bien sûr. Donc, ce qu'ils veulent, c'est une rémunération qui soit à la hauteur du service qu'on leur demande. Alors, il y a toujours des cas à part. Il y a toujours le bon député, le bon sénateur qui sait très bien que, c'est son territoire quand même qui compte, sa circonscription qui compte en premier. Mais même lui, il est gêné. Ça m'est arrivé d'avoir à parler avec eux parce que j'ai quelques bons amis parmi ces gens-là. Il ne s'agit pas du tout de faire c'est pas une question de personne. Pas des questions de personne. Il ne s'agit pas de dresser des piques, mais ils sont gênés dans leur action, généralement par le parti. Bien sûr. C'est-à-dire, ils ne peuvent pas dire ni faire ce qu'ils voudraient dire ou ce qu'ils voudraient faire parce que le parti est là derrière et qu'il ne faut surtout pas. On risque de perdre sur le plan national un segment d'électorat. Donc, soit des écologistes, soit voilà. Êtes-vous pour ou contre le nouvel aéroport de Notre-Dame-des-Landes? Voilà. Ce sont des questions qui sont très importantes. Je ne suis pas absolument sûr qu'il faille les résoudre de la manière dont on les a résolues. D'ailleurs, on ne les a pas résolus. On n'a pas résolu. Alors, je ne prends pas parti parce que je ne connais pas le dossier. Et précisément, je pense que l'on sera sauvé le jour où il y aura suffisamment de gens en France qui comprendront qu'on n'est pas au courant de tout, qu'on n'est pas censé savoir tout, et qu'il faut savoir se faire confiance, mais à des hommes qui méritent la confiance. Et qui ne sont pas élus simplement sur la démagogie. Mais faire confiance. Il y a Si demain nous avons la guerre, qui décide de la guerre? On dit que ce sera le Parlement, mais ça, c'est jamais le Parlement. Les guerres sont toujours décidées par des petits comités autour, en principe, d'un chef de l'État ou d'un chef des armées. Mais il faut faire confiance. Si vous ne faites pas confiance... faire confiance, mais comme je le faisais remarquer... Mais comment faire confiance? Or, nous allons vers des événements très graves dans le monde. C'est pas faux. Très graves. Mais nous consacrons 750 milliards à la sécurité sociale et 30 milliards à la sécurité nationale. Exactement. Alors, si on engage la guerre dans ces conditions, j'aurais pas confiance, quant à moi. C'est ça le problème. Bien sûr. Quant à tous ces services, ils sont pratiquement en faillite, donc je vois pas... Alors, la faillite,
on y remédie. La France était en faillite lorsque Bonaparte est arrivé. Enfin, elle avait connu une faillite. Et il a su faire revenir l'argent, il a su faire intéresser les Français. La faillite des 2 tiers. Oui, des et 2 on tiers. ne dit jamais pourquoi le dernier tiers. Parce que le dernier tiers, ce sont ceux qui se sont fait inscrire sur le grand livre et qui étaient tous les messieurs qui avaient fait la Révolution. Voilà, et qui voulaient se garder la fortune qu'ils avaient acquise. Bien sûr, bien entendu. Mais bon, on peut avoir une note optimiste. Si on sait associer les Français aussi à cette reconstitution de l'épargne. Mais il faudra aussi changer la politique des taux d'intérêt négatifs, il faudra revenir sur le financement de l'État, peut-être avec la Banque de France, mais ça c'est les questions économiques. Mais il y a les moyens de le faire, n'est-ce pas ? On fait un tour de France chaque année, tous, pour aller au mariage des nièces, etc. Et les villes moyennes en France sont... pour la plupart, sont toutes dans un état d'abandon, pratiquement même de déshérence. Alors on passe entre des vitrines fermées dans la rue principale. Et puis vous avez partout la banque. Et la banque, toujours la banque. C'est le seul système qui fonctionne, qui pompe l'argent et qui le fait remonter. L'argent n'irrigue plus nos provinces. Alors, encore peut-être un peu, parce qu'il y a encore quelques bons banquiers, mais la réalité concrète, c'est que dans notre système tel qu'on a, et contre lequel les peuples sont en train de se révolter, mais dans le monde entier, ça commence à émerger. Tout ce qui est vivant, tout ce qui est fort, tout ce qui est happé vers ce qu'on appelle la mondialisation heureuse. Et évidemment, ça fait les affaires des messieurs qui sont installés dans des fauteuils et qui vont de conseil d'administration en conseil d'administration. Je ne nomme personne, mais... Oui, mais il y a quand même, dans les candidats, il y en a un qui est quand même plutôt proche de ces milieux. Et j'ai cru comprendre que c'était le candidat de la banque. On dit même l'extrême banque. Exactement. Il y a l'extrême gauche, l'extrême droite, l'extrême banque. Mais on sera sauvé, là aussi, la France sera sauvée le jour où il y aura un homme politique capable de... Sur cette question fondamentale, de dire non, mais maintenant l'argent des Français, ça sera pour les Français. Il n'y a pas de raison que ça parte pour les fonds de pension étrangers. Voilà une bonne conclusion que nous espérons un peu optimiste. Mais en vous remerciant. Je pense que c'est possible. Merci Olivier Pichon. Merci Idéal Crémier et à bientôt, chers téléspectateurs, pour de nouvelles analyses et de nouvelles aventures.